Bonjour tout le monde. Donc oui, c'est ça. Moi, je suis la représentante terrain aujourd'hui pour conclure. Merci Maud, ça a été une très bonne introduction là, aussi à ma présentation. Je fais beaucoup de terrain. Puis hier, j'étais justement en train de planter des arbres. Je suis un producteur agricole, puis je me suis un peu coincé le dos. Donc je me suis gardé un petit échappatoire là. Peut-être que je vais devoir m'asseoir pendant la présentation. Euh, donc voilà, moi je travaille dans un club conseil en agro-environnement. On est quand même un des gros clubs conseils. On est situé en Montérégie. Moi, mon bureau est à Belleuil. On a un bureau à Saint-Hyacinthe, à Saint-Roch-Richelieu. Puis on a aussi des conseillers en agroéconomie au club. Fait qu'on a la chance de faire des projets aussi avec eux. Puis on a des psychologues qui font du transfert de ferme aussi. Là, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je voulais voir un peu, tu sais, comment c'est ça les subventions là dont ça se sert en agro-environnement au Québec là, comment c'était appliqué. Donc c'est ça, je vais parler un peu du contexte là que l'on voit nous sur le terrain, des différentes subventions, puis finalement du portrait global. Euh, donc, c'est ça, le contexte que nous, qu'on ressent beaucoup là, au club, c'est que les agriculteurs se sentent vraiment souvent pointés du doigt là, dans la population comme étant des pollueurs inconscients. Puis là, dernièrement, on a eu un autre exemple avec le fameux scandale des polluants persistants là, dans les boues municipales qui sont utilisés. Puis là, il y a eu un cas d'agriculteur aux États-Unis, là, vous avez sûrement suivi, là, qui a dû jeter sa production de lait parce qu'il y avait trop de polluants qui venaient des boues municipales. Puis là, il y a eu des émissions à la télé qui ont peut-être pas tellement présenté les deux côtés de la médaille un peu également. Il y a des gens qui avaient participé à l'émission, qui se sont sentis que leur point de vue n'avait pas vraiment été très bien représenté, disons, là, dans les émissions. Puis, tu sais, au final, je pense pas que c'est une technologie qu'on doit revirer complètement, là, les MRF, les bouts municipaux. Donc, finalement, c'est ça. C'est tout le temps, ils ressentent beaucoup de colère là, de la population qui est dirigée vers eux. Puis, comme on parlait des bandes riveraines, tu sais, les mesures punitives, ils semblent pas tout le temps très efficaces. Là, tu sais, c'est ça, on évalue qu'à peu près le respect des bandes riveraines, par exemple, c'est à environ 50% là, qui a été mesuré. Puis, tu sais, c'est 3 mètres d'un cours d'eau, mais c'est 1 mètre sur le rebord du talus. Là, fait que, tu sais, 1 mètre, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, c'est ça. Selon nous, le défi, d'implanter des aménagements ou des technologies qui peuvent être surtout d'intérêt collectif, mais sur des terrains privés. Puis c'est donc des besoins qui sont profitables pour tout le monde, pour toute la société, mais que parfois pour le producteur, comme on sait, c'est difficile de voir à court terme un peu les bénéfices pour eux. Et donc c'est ça aussi, je me questionnais un peu sur le contexte de la grosseur un peu des fermes. Donc je suis allée chercher un peu des chiffres. Qui sûrement nous parle un peu de comment, tu sais, quelle flexibilité les producteurs ont pour le changement, c'est quoi la tolérance qu'ils ont par rapport au risque, là, comme on a parlé ce matin. Puis, c'est ça, au Québec, les fermes en moyenne, ils ont 113 hectares, qui est beaucoup plus que la moyenne en Europe, là, de 16 hectares, mais un peu moins quand même qu'aux États-Unis. Puis, comme on disait, ben c'est ça, il y a beaucoup encore d'entreprises familiales au Québec, que ce soit pour les capitaux ou pour la main-d'œuvre aussi. Donc, ce qu'on voit beaucoup là, dans la façon d'adopter des nouvelles technologies, bien évidemment, il y a l'influence je pense qu'en agriculture, c'est vraiment l'exemple où c'est le plus concret, là, où tu sais, le voisinage, comment entre voisins, qu'est-ce qui se fait, on voit ce que les autres ont fait, ça nous influence beaucoup dans les pratiques. C'est effectivement ce que les compagnies de semences utilisent comme méthode beaucoup là, en affichant les tests qu'ils font, les tests hybrides et tout ça dans les champs. Et ben c'est une méthode aussi qu'on essaie d'utiliser dans les clubs conseils. On fait des journées de démonstration au champ, on fait des cohortes de producteurs pour s'influencer, prendre des exemples des autres, se poser des questions. Euh, donc, ça semble quand même une façon d'adoption de technologie qui est assez efficace sur un petit nombre de personnes.
Puis, donc, c'est ça par rapport au programme de subvention. Mais la façon que moi, j'ai divisé, c'était les subventions indirectes par rapport aux subventions directes. Donc, pour commencer, disons, les subventions. Et oui, là, je disais que, bon, moi, mon exemple que je connais le plus, c'est en Montérégie, là, qui est vraiment, bon, le secteur agricole le plus intense et où les terres sont les plus chères, là, comme on sait au Québec. Donc, le programme le plus utilisé, là, comme on vient de voir, c'est l'accompagnement agro-environnemental des clubs conseils. Donc, en fait, il y a environ 16 000 entreprises qui sont bénéficiaires de ce programme-là au Québec, là, qui sont membres, disons, d'un club conseil sur les près de 29 000 entreprises agricoles. Donc, c'est ce qu'on appelle les agronomes de première ligne, là, qui sont, c'est ça, depuis 1993, depuis le projet de loi, il y avait environ 12 clubs, puis aujourd'hui, il y en a une soixantaine au Québec. Il y a aussi des agronomes indépendants là, qui sont pas nécessairement dans un club ni liés, mais c'est surtout les clubs conseils là, qui sont le principal employeur. Puis là, c'est ça, il y a énormément de services offerts. Là. Ça dépend un peu aussi des clubs conseils. Donc, en plus de faire les aspects réglementaires, là, comme le plan de fertilisation puis le bilan phosphore, on fait des suivis au champ, des diagnostics, des dépistages. On fait des ateliers de formation, des essais au champ pour des nouvelles pratiques, des nouvelles technologies. On fait des précisions de semis. On essaie de colliger un peu les informations puis de partager avec la force de plusieurs producteurs là, pour faire bénéficier tout le monde. Et on est accompagné par les agronomes du MAPAC, là, qu'on appelle les agronomes de deuxième ligne, qui peuvent venir en support sur le terrain ou comme référence là, quand on a des questions et qui font aussi de la formation là, pour les agronomes de club. Donc, c'est vraiment un suivi personnalisé auquel les producteurs ont droit. Puis, ça amène, c'est ça, une perspective plus grande, là, parce qu'avec l'expérience de voir plusieurs sites, plusieurs endroits, mais on arrive à avoir une expertise puis une perspective un peu plus grande. Par contre, c'est difficile de compétitionner avec les entreprises privées, avec les fournisseurs de semences et d'engrais et tout ça, parce que c'est ça, les producteurs sont subventionnés. En fait, nos services qu'on vend aux producteurs sont subventionnés, mais à la hauteur de entre 70 et 85 %. Fait que là, après, ça dépend du taux horaire que nous, on charge, en fait. Puis il y a certains services qui le sont moins. Là. Il y a des services de technique et gestion de l'eau, par exemple, qui sont juste subventionnés à 50 %. Et évidemment, les aspects réglementaires, eux, sont pas subventionnés, donc pour faire le PAF et le bilan de phosphore. Mais donc, c'est ça, ça représente quand même une dépense importante qui parfois, pour les vendeurs de semences, pour les agronomes liés, cette dépense-là est comme un petit peu plus floue là, dans toutes les dépenses que les gens ont à faire. Donc, ça paraît moins comme une dépense comme telle d'avoir accès à un service d'agronome. Et en fait, pour nous, c'est depuis qu'on doit charger au service et non plus en tant qu'avoir des clients agriculteurs, mais c'est énormément d'administratif. Tu sais, nous, on est, disons, en agro-environnement, on est une dizaine, puis on a une secrétaire administrative, on a une directrice. Ça prend beaucoup de main-d'œuvre pour gérer l'administratif. Et eux, c'est pas des services qu'on charge. Fait que notre taux horaire doit être élevé pour payer pour tout le monde. Donc, c'est ça. Puis comme on disait, avant, ce service-là était complètement offert et gratuit, offert par le MAPAC. Aussi, une autre des subventions indirectes, c'est les projets qu'on peut mettre en place sur plusieurs années. Mais là, ça, c'est s'il y a des agronomes de club qui décident de monter un projet, puis on fait une demande dans un programme quand il y a des offres, des offres d'appel de projets au MAPAC. Donc là, ça permet de financer en fait des projets de démonstration, des parcelles expérimentales. Ça couvre les frais de main-d'œuvre pour le terrain qu'on a à faire pour les agronomes, pour le matériel. Puis ça peut même payer un dédommagement pour les agriculteurs s'ils ont des pertes de rendement ou pour leur temps aussi.
Donc, parmi les projets qu'on fait, on a un projet en ce moment sur la réduction des traitements de semences insecticides. Donc, on fait des parcelles comparatives. On fait des projets sur les engrais verts, quel azote ça peut emmener pour la culture suivante. Aussi la fourniture en azote du sol. On fait des projets sur les cultures de couverture, la réhabilitation des sols après le nivellement, des coûts, les calculs de coûts pour l'implantation des bandes riveraines. On fait des projets de mobilisation collective aussi par bassin versant. Et puis, on a un projet qui vient d'être accepté, qui va être mis en place à partir du mois prochain sur la formation des conseillers. Donc ça touche plus en fait les conseillers au Québec, les conseillers et conseillères sur la formation en agroforesterie. Là. Donc, j'ai une collègue, Cécile Tartera et moi, on va lancer ça. C'est ça, pour les 2 prochaines années. Donc, en fait, ça, c'est fun. C'est un programme qui nous permet d'adopter des nouvelles pratiques, puis les mettre en place chez les producteurs sans que ça leur coûte grand-chose, puis qu'il n'y a pas trop de risques. Ça fait des heures d'accompagnement payé. Ça nous permet de nous former puis d'acheter du matériel. Mais le tarif offert par le MAPAC, qui est le tarif du gouvernement, est très bas. Donc, il faut trouver des façons de s'arranger avec ce tarif-là. Puis, il y a beaucoup aussi de démarches administratives, mais bon, on produit aussi des rapports qui sont publics et que tout le monde peut avoir accès. Fait que ça permet quand même d'avoir des données un peu partout là, au Québec. Puis, il y a aussi un volet de transfert d'activités qui est vraiment intéressant. Donc, on peut faire des journées de démonstration, des journées au champ, des formations avec des experts. Ça, c'est un exemple de journée d'échange qu'on essaie de faire chaque année là, sur les cultures de couverture là, qui est très couru là, chez nos agriculteurs. Et donc, parmi finalement les subventions directes, il y a le programme Prime Vert là, que vous connaissez sans doute. Donc, qui est le programme. Il y a plusieurs volets, mais celui qu'on utilise le plus, c'est le volet qui permet de faire des aménagements pour la biodiversité, pour les cultures de couverture. Et il y a aussi les équipements pour la réduction des pesticides, puis pour les ouvrages de conservation des sols. Donc, c'est ça. Nous, en tout cas, on utilise beaucoup le volet aménagement pour la biodiversité. Ça permet de... Je l'ai écrit plus loin? Oui. Puis, ça, c'est quand même intéressant. Souvent, dans les petites clauses là, quand on applique pour avoir une subvention, ça dit s'il reste de l'argent dans le programme. Là, c'est à condition qu'il reste de l'argent dans le programme. Puis en fait, souvent, on parle avec les représentants du MAPAC, puis ils nous ont dit c'est jamais arrivé qu'une demande a été refusée parce qu'il n'y avait plus d'argent. Le fonds, on ne sait pas il est combien, mais apparemment, c'est pas un problème. Donc, ça, c'est le fun. On en dépose beaucoup, puis on a eu beaucoup de projets, puis ils sont tous acceptés. Il y a juste un plafond, en fait, de 40 000 sur 5 ans pour les producteurs. Puis pour les cultures de couverture aussi, là, c'est un programme qu'on utilise beaucoup, mais ça demande un peu plus parce qu'à chaque année, ils doivent augmenter leur superficie pour avoir accès encore à des subventions. Donc, c'est ça, l'aménagement pour la biodiversité, c'est vraiment l'initiative principale pour que les producteurs implantent des abris vivants et des bandes riveraines. C'est surtout ça, là, les aménagements là, qu'on fait. Ça, dans une étude que j'avais lue d'un étudiant en 2015, c'était 70% des producteurs qui avaient fait des aménagements chez eux avaient utilisé le programme. Puis, il y a quand même eu, c'est ça, une baisse dans les dernières années. Là, au début, ça subventionnait à 90%, ensuite, ça a baissé à 70%. Puis sur des projets, souvent, on fait des haies de 1 kilomètre de long sur le bord d'un champ. Ça fait quand même une grosse différence de quelques $1000, là, 90 à 70%. Puis ça fait des fois que le producteur, quand on le présente le budget, il fait « Ouais, finalement, je pense que je vais laisser faire. » Puis c'est ça, mais il y a certains cas où ils ont accès à plus de subventions quand ils sont biologiques, quand il y a de la relève ou quand ils font partie d'une mobilisation collective. Puis c'est ça. Par contre, il y a quand même encore une petite lourdeur administrative, des contraintes qu'il faut respecter, qui des fois les producteurs finalement ça leur convient pas, puis ils font pas le projet. Et finalement, c'est ça, on utilise beaucoup aussi le programme le PAD qui est pour la rétribution des producteurs. Donc, les producteurs devaient appliquer à une certaine date. Je me dis plus loin.
Oui, ils devaient donc s'inscrire en ligne à une certaine date quand le programme est sorti. Puis, il y avait un montant maximum là, qui allait être donné aux producteurs s'ils suivaient les différentes conditions qu'on a présentées. Puis là, le premier, je le dis plus tard, mais bref, je me questionnais sur le programme PAD, la rétribution. Tu sais, je pense qu'il y a tout le temps un équilibre à avoir entre est-ce que on rétribue un petit montant à beaucoup de producteurs ou est-ce qu'on rétribue un grand montant à de petits producteurs parce que, bon, évidemment, c'est pas un montant infini. Puis, je crois que le choix un peu qui a été fait, c'est d'avoir un petit nombre de producteurs qui reçoivent un grand montant. Peut-être que c'est dans une perspective, je connais pas comment le programme a été fait, mais je me dis que c'est peut-être dans une perspective d'avoir un peu des agriculteurs innovants qui vont montrer l'exemple puis que ça va créer comme un mouvement. Donc, c'est quand même un programme généreux. C'est sûr que c'est pas parfait, mais bon, je pense que peu importe qui y aurait eu, on aurait trouvé des choses à dire, là. Mais c'est ça, le montant maximum a été atteint très rapidement. Donc, la journée où ils ont ouvert en ligne les inscriptions, en moins de 24 heures, c'était plein. Là, il y avait comme des rumeurs qu'il y allait avoir une autre ouverture. Finalement, il y en a une cette année, au début de l'année. Puis on avait l'impression que ça visait beaucoup les agriculteurs qui étaient suivis par des conseillers de club parce que l'inscription, remplir le formulaire puis tout ça, c'était pas si simple. Puis on avait beaucoup de questions. Puis même nous, on lisait, on n'était pas sûr. Finalement, c'est la financière agricole qui a eu le mandat de gérer tout ça. Puis même nous, on était souvent en contact avec eux. Des fois, on appelait 2 personnes, on avait des réponses différentes. Fait que ça a comme été un peu au début un peu complexe. Puis au final, c'est ça, pour pouvoir s'inscrire, il devait faire des actions pour recevoir au moins 1500. Il pouvait aller chercher jusqu'à 50 000 qu'ils déclaraient au début à l'inscription. Puis ensuite, chaque année, ils doivent prouver là, quelles actions ils ont fait. Donc, les mesures, bon, on en a parlé dans les autres présentations. Donc, en 2022, il y avait 5 mesures. Puis, il y a environ 1850 entreprises là, qui ont réussi à avoir à s'inscrire. Puis en 2023, quand ils ont réouvert finalement, donc il y avait des nouvelles mesures. Il y avait la reconnaissance du biologique. Puis une nouvelle mesure qui est la formation continue. Donc c'est quand même intéressant. Donc les producteurs qui suivent une formation là, ont accès. Ça leur permet d'aller chercher un montant. Et là, il y a 1000 entreprises de plus qui ont pu avoir accès au programme. Donc, si on calcule qu'il y a 29 000 entreprises au Québec, ben ça fait environ 3,5 là, qui ont eu accès finalement à ce montant-là. Puis un autre des aspects qui est intéressant avec le PAD, c'est les systèmes de cohorte. Donc, c'est des rencontres. Il faut faire 5 rencontres sur un sujet avec les agriculteurs. Puis là, nous, on en a fait une sur l'entretien des haies brise-vent. Donc, on a fait une rencontre en novembre. On a eu la première tempête de neige cette fois-là. C'était intéressant, mais donc c'est ça, on a pu inviter un ingénieur forestier pour faire un suivi, quel arbre on garde, quel arbre on coupe. On a eu un arboriculteur qui est venu nous présenter comment on fait la taille de formation puis tout ça. Donc ça permet quand même de la formation pour nous puis des rencontres entre les agriculteurs. Fait que c'est quand même c'est intéressant. Mais à notre avis, on disait c'est un peu déjà ça que les clubs conseils font, tu sais. Fait qu'on trouvait que c'était une façon en tout cas de reconnaître que le travail qu'on fait. Puis c'est ça. On avait déjà un peu cette expertise-là aussi au sein des clubs conseils. Finalement, c'est sûr qu'il y a d'autres subventions aussi là pour les agriculteurs autres que le MAPAC. Donc, il y a l'UPA qui font des projets qui ont souvent différents programmes de subventions, mais qui les appliquent après avec les agriculteurs. On a des projets avec les producteurs de grains, le programme ALUS qui rétribue, dans le fond, les agriculteurs pour garder une portion de leur champ pour la biodiversité. Agriculture Canada aussi, avec qui on fait plusieurs projets. Pêche et Océan Canada qui rétribue quand on fait des projets pour la restauration des rives et tout ça. Puis la Fondation de la Faune aussi. Le problème, c'est que souvent, des fois, il y a un dédoublement des différents financements puis de programmes. Tu sais, là, par exemple, avec le PAD, avec les producteurs de grains, avec Prime Vert, on avait 3 projets qui rémunèrent les cultures de couverture.
Mais là, il y en a deux qui sont compatibles, il y en a un autre qu'on peut pas. Puis là, à chaque fois, c'est un casse-tête finalement dans lequel on va. Puis c'est ça. Mais au final, il y en a certains qu'on peut additionner. Donc, c'est ça. Là, on essaie de voir un peu lesquels programmes on peut mixer, là, mix and match, tout ça. Puis, fait que bref, tu sais, je pense que l'importance du lien entre les conseillères agricoles et leurs producteurs, tu sais, c'est souvent le premier contact qu'ils ont. Tu sais, on a un rôle de sensibilisation, puis souvent, ça prend plusieurs années avant que, tu sais, quand on discute de quelque chose, puis que finalement, ils décident de les mettre en place. Tu sais, je dis pas qu'on est comme on n'est pas nécessairement nécessairement les acteurs de changement, mais on est quand même une bonne courroie de transmission entre ce qui peut se faire en recherche, ce qui peut se faire au MAPAC, puis tout ça, puis sur le terrain, comment ça s'applique finalement, tu sais. Puis juste pour terminer, oui, ben c'est ça. Tu sais, par exemple, on avait en place un projet quand je suis arrivée là, à ProConseil avec des producteurs qui étaient pas membres d'un club conseil, mais on avait été mandatés par un organisme de bassin versant qui nous avait dit on aimerait ça faire un projet de mobilisation collective parce que là, ça aurait permis aux producteurs d'avoir accès à 90% de subventions pour faire des aménagements. Puis là, on les a approchés, on leur disait bon, voulez-vous juste signer votre entente, après on va vous faire des aménagements, puis finalement, le projet n'a pas fonctionné, puis ils ont pas embarqué, tu sais. Puis là, j'étais là, c'est plate, je comprends pas, tu sais, ils auraient pu avoir accès à plus de pourcentage. Puis au final, ben, tu sais, c'était des gens qu'on connaissait pas, qu'on est arrivé nulle part, puis on leur a dit, tu sais, faites donc ça, signez avec nous, puis ça va être beau, tu sais. Mais on peut pas juste arriver comme ça, puis tu sais, il faut établir un lien, puis tout ça. Fait qu'on a vraiment vu l'importance on peut pas juste arriver nulle part puis dire, ben oui, écoutez-nous, ça va marcher, là. Il faut créer un lien. Puis aussi, tu sais, j'ai travaillé aussi avec l'UPA sur un projet aussi de bande riveraine où on allait. Donc, l'UPA a financé un projet pour faire respecter en fait les bandes riveraines chez les producteurs. Donc, ils donnaient des semences pour que les producteurs respectent le règlement en fait de pas cultiver en fait les bords de cours d'eau. Puis on est allé présenter le projet dans une rencontre de l'UPA. Puis il y avait des producteurs qu'on connaissait pas, qui étaient pas membres d'un club et tout ça. Puis on s'est fait ramasser là, sur les règlements puis tout ça. Puis on était rendus comme les représentants du gouvernement. Puis là, ils nous disaient que ils nous ont déversé tous leurs problèmes. Puis on était là, oui, c'est pas nous qui avons fait le règlement. Fait que c'est ça. Souvent, faut jongler un peu avec tout ça. Fait que bref, quel angle de recherche possible? Ben, nous, on se dit souvent que ce serait intéressant qu'on ait peut-être un peu plus en commun différentes ressources, puis disons, si on voudrait qu'il y ait plus de culture de couverture, est-ce qu'il pourrait pas avoir un service? Tu sais, il y a des projets, disons, avec l'UPA où ils font de l'ensemencement de culture de couverture chez les producteurs. Puis ça fonctionne super bien parce que, tu sais, un des gros enjeux en agriculture, c'est pas juste l'argent, c'est aussi le temps. Fait que quand il y a quelqu'un d'autre qui vient ensemencer leur entre-rang, ben ils sont bien contents. Oui, parfait. Puis, tu sais, ils sont contents des bénéfices, mais ils auraient pas eu le temps de le faire eux-mêmes. Donc, c'est une façon de mettre en commun un peu les ressources. Puis, aussi par rapport à l'entretien des haies brise-vent puis ou des aménagements pour la biodiversité, tu sais, on a beaucoup d'implantations, beaucoup de subventions pour le faire, mais il y a pas beaucoup d'argent, il y a pas beaucoup d'efforts qui est mis sur l'entretien, puis ça, c'est vraiment un gros problème pour la réputation de l'agroforesterie, parce que quand une haie commence à être dans le chemin ou dépérie, tout ça, ben des fois, les producteurs vont juste tout aller couper, puis ils vont dire à leurs voisins c'était de la merde de mettre des arbres dans mon champ, fais jamais ça. Fait que il faut s'assurer d'avoir un bon suivi. Fait que est-ce qu'on pourrait pas avoir un système de gestion des haies où il y a des experts qui pourraient aller les entretenir, puis couper, puis tout ça, et tailler. Puis aussi, c'est ça, d'avoir une vision systémique à la ferme, parce que tu sais, juste de faire des petites actions, des fois, ça prend pas en compte tout l'ensemble de la vision, disons, d'une ferme. Là. Si eux, ils sont plus dans une vision de semi-direct, puis là, on tape le clou de réduire les pesticides, ben pour eux, ça vient pas les rejoindre, puis c'est vraiment pas dans cette direction-là qu'ils vont aller de toute façon. T'sais. Puis oui, aussi augmenter les options de recherche dans le secteur maraîcher et fruitier, parce que on parle beaucoup des grandes cultures. C'est évidemment ça qu'on a le plus, surtout ici, puis c'est là-dessus qu'on peut avoir beaucoup d'impact, mais
comme on a dit ce matin, il y a beaucoup, beaucoup de pesticides qui est utilisé dans le maraîcher, dans le fruitier. Puis on dirait que des fois, on aimerait ça qu'il y ait plus de projets de recherche, par exemple, qu'on puisse travailler là-dessus. Donc voilà.